Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Et franchement, c'est un très bon bilan lecture. Je pense que c'est un des meilleurs bilans lecture de ces derniers temps. Il n'y a pas vraiment de titres que j'ai pas aimés. Bon, il y a des titres que j'ai moins aimés que d'autres. Ça c'est normal, mais per total, c'est vraiment une très bonne moyenne. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer de ce pas par un roman qui est un coup de cœur pour moi, qui a été une évidence, Le pianiste de Władysław Szpilman. Je sais pas comment on prononce son nom parce qu'il y a plus de consonnes dans la langue polonaise que dans le monde réuni. Du coup, j'ai du mal à prononcer ces noms. C'était un véritable coup de cœur. Il m'a brisé le cœur parce que c'est basé sur une histoire vraie. C'est pas basé, c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui s'est passée durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une histoire des vies de ce pianiste de renom qui a vécu l'enfer durant l'occupation de nazis, des Allemands. Et c'est touchant. C'est vraiment touchant. Moi, je connaissais une partie de l'histoire grâce au film qui a été adapté au cinéma. Je l'avais vu par le passé et je l'avais beaucoup aimé. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps en regardant le film, en regardant toutes les atrocités que l'humanité était capable de réaliser. Et je me suis dit qu'il faut apprendre de ces erreurs du passé. Il faut pas recommencer. Il faut juste les emmagasiner, avoir conscience de ce qui s'est passé et ne pas perpétuer les erreurs du passé. Dans cette histoire, dans ce récit des vies, on retrace l'occupation de l'armée allemande en Pologne. On voit certains passages de la vie de ce pianiste de renom. On voit le tout début de la guerre, on voit comment ce conflit a débuté, comment il était perçu à travers les yeux de ce monsieur et de sa famille, parce qu'au tout début du récit, ce monsieur il est accompagné par sa famille. Malheureusement, et je vous apprends rien, une grosse partie des juifs polonais, ils ont été déportés à Auschwitz dans ces trains de la mort et ils n'ont pas survécu. Et du coup, sa famille en faisait partie de ces déportés. On voit un peu comment il s'est débrouillé pour rester en vie. On voit que la chance lui a souri. En vérité, c'est un gars très chanceux. Avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il raconte, j'ai dit, ce gars a une chance dans son malheur. Ce gars, il a quand même une chance de fou de pouvoir passer entre les mailles du filet parce que sa vie pendant ces 6 années d'occupation n'a pas été du tout facile. Loin de là, c'était chaotique, c'était dangereuse. Il était affamé, il était apeuré. On voit la tragédie de sa vie, on voit un peu son espoir des jours meilleurs, mais c'est tragique et c'est une histoire réelle. C'est ça le plus dur à la lecture à encaisser, c'est que c'est une histoire réelle. En fait, ce qui est marrant, entre guillemets marrant, c'est qu'on voit un certain détachement. L'auteur, il nous raconte tout ce qui s'est passé, mais d'une voix assez dégagée, comme si ça c'était assez loin de lui, alors qu'il a écrit en 46, vraiment une année après le cauchemar qu'il a vécu, et du coup pour lui c'était un sort de traitement, c'était une sorte de libération post-traumatique. Il a écrit pour se libérer de ce cauchemar, en même temps pour nous faire part de son traumatisme. C'est fort intéressant, mais ça te prend au trip, il faut être accroché, ça se lit très bien. Vraiment, ça se lit très bien, c'est très fluide, c'est plus fluide que certains romans que j'ai pu lire par le passé. Sa plume, elle est très agréable, mais par contre, que c'est dur. C'est dur. C'est une histoire qui vous prend au trip. C'est très intéressant de connaître les atrocités du passé. Dans ce format, ce récit des vies, il s'accompagne d'une préface qui est écrite par le fils de l'auteur et par des extraits du journal du capitaine qui a aidé l'auteur à survivre pendant la guerre. C'est un capitaine allemand, mais également ce récit, il est accompagné par une postface qui nous présente un peu plus le contexte historique, qui met encore plus les bases afin de comprendre le tout, l'histoire, tout ce qui s'est passé. J'ai beaucoup aimé Le pianiste et je vous le recommande chaudement. Si vous voulez un témoignage vraiment complexe, vraiment poignant, n'hésitez pas. On va passer maintenant à quelque chose de plus facile à encaisser, très facile. C'est une lecture popcorn, une lecture sympathique, sans prise de tête. C'est le tome 8 des Spooksville, Le sortilège de la forêt de Christopher Pike. Comme je vous ai dit, j'ai déjà lu le tome 4 de cette série et comme piqûre de rappel, si vous n'avez pas
le premier tome et que vous voulez vous aventurer dans cette ville, dans Spooksville, dans cette saga, ça va aussi la saga Chair de Poule, n'hésitez pas à lire un résumé sur Wikipédia afin de vous familiariser avec les personnages parce qu'on va suivre les mêmes groupes de personnages tout au long de cette saga. À travers le 17, 18, je sais pas exactement combien de tomes cette saga elle fait, mais c'est les mêmes personnages. Dans ce récit qui s'appelle Les Sortilèges de la forêt, nos protagonistes vont faire un pique-nique qui va s'avérer très horrible parce que toutes leurs affaires vont être volées. En fait, à un moment donné dans l'histoire, il y a un petit troll vert qui vient, qui leur pique le gâteau. Et après, il leur pique nos affaires jusqu'à les laisser bredouilles. Notre groupe de personnages ne pouvant pas rentrer à la maison les mains vides, entre guillemets, ils vont s'aventurer plus profondément dans la forêt et ils vont faire la rencontre du dieu Pan. À partir de là, les choses vont se gâter parce que nos héros sont décidés de l'aider dans sa quête. Et une fois qu'on est entraîné dans cette quête, eh bien, les aventures horribles commencent. Je vous dirai pas plus parce que le résumé présent sur le dos de la couverture, il est très cryptique. Il donne pas beaucoup de détails et je veux pas vous spoiler étant donné que c'est un récit très court. Mais n'hésitez pas, c'est une chouette découverte. Spooksville, tome 8. Les sortilèges de la forêt. Je vais vous parler maintenant d'un titre que j'ai pu découvrir en numérique. Il s'agit de la maison Ikkoku de Rumiko Takahashi, la créatrice du manga Inuyasha ou Ranma 1,5 si vous connaissez. J'ai eu la chance de me procurer ce tome de manière numérique, mais de façon légale. N'oubliez pas les gars, c'est légal parce que les maisons d'édition ont mis en ligne de façon gratuite les premiers tomes de certains mangas. Du coup, Maison Ikkoku y faisait partie et quand je voulais découvrir les autres œuvres de cette mangaka de Rumiko Takahashi, je me suis laissée tenter. Et j'ai bien fait parce que c'est une aventure très marrante, très loufoque et on découvre un peu plus la société nippone, on découvre un peu plus sur le quotidien de ces japonais qui vivent dans la même bâtisse, dans la maison Ikkoku. C'est un manga qui met en avant les mœurs de la société de manière très loufoque parce que chaque personnage a ses particularités. Il y a cette dame qui est un des personnages principaux, qui est la gérante de l'immeuble. Il y a ce gamin qui étudie pour les examens d'entrée à la fac, pour ses examens blancs, et il vit des mésaventures chaque fois. Il y a la voisine qui aime bien un peu se bourrer la gueule, qui est un petit gamin, le voisin voyeur, la meuf qui est à moitié exhibitionniste, entre guillemets, qui se balade dans le couloir pour aller dans les parties communes. C'est marrant, c'est loufoque, on voit une partie de la culture japonaise à travers ce manga, de cet univers, et c'est chouette. Franchement, si vous voulez découvrir la plume de Rumiko Takahashi et si vous voulez un manga qui est sans prise de tête et qui vous aide à vous immerger dans cet univers japonais, n'hésitez pas à regarder Maison Ikkoku, à le lire parce que tous ces personnages dont je vous ai parlé, ils entretiennent des relations, ils interagissent et leurs interactions sont étincelantes, sont marrantes et j'ai passé un agréable moment de lecture. Vraiment, j'ai passé un incroyable moment de lecture et je vous recommande Maison Ikkoku. On va passer maintenant à une autre série manga qui est un peu plus terre à terre. Non, pas vraiment, parce qu'il s'agit d'un post-apo gigantesque tome 1 sorti chez Crunchyroll. Dans ce manga, une forme de vie, disons extraterrestre, arrive sur Terre et il commence à décimer la population. Il commence à bouffer les humains et les seuls survivants sont obligés à s'éterrer dans les profondeurs, dans des abris nucléaires ou des abris conçus par l'armée. Et pourtant, les vivres diminuent de plus en plus et pour survivre, ils doivent s'aventurer à l'extérieur. Mais vous avez bien compris, comme c'est infecté par les extraterrestres, leur survie n'est pas du tout facile. C'était chouette, c'est un post-apo ou un quasi-post-apo parce que disons que cette menace extraterrestre, elle n'a pas réussi à s'étendre à toute la population de la planète, même si dans certains endroits elle est toujours présente et les scientifiques et l'armée essayent d'enrayer la propagation de ce virus, de ces formes extraterrestres de vie. Mais pourtant, il y a certains endroits qui sont plus affectés que d'autres. Dans ce contexte, notre protagoniste Gen, qui est un lycéen, va devoir faire face à cette menace et il va devoir s'aventurer à l'extérieur afin d'assurer sa survie et la survie de ceux qu'il aime. Je vous dirai pas plus, mais c'est un premier tome très immersif. J'aime beaucoup les dessins
qui nous sont proposés. C'est un manga d'horreur, c'est plutôt du body horror dans celui-là. Et on verra comment le fil narratif se développe parce que j'ai des attentes, même si parfois c'est un peu kitsch. Vers la fin, c'était un peu kitsch avec ces formes extraterrestres combattantes. Bon, je vous dirai pas plus, mais on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Gigantis, tome 1. Et ça fait un petit moment que je vous ai parlé de la saga Silo. Eh bien, j'ai réussi à trouver le tome 3 dans la même boîte à livres. Le tome 3 Génération, j'étais tout refaite quand je l'ai trouvé. J'avais passé une seule journée, mais vraiment une seule journée. Et comme par hasard, la boîte à livres, elle s'est dit, ok, bon, on va améliorer un peu ton état d'esprit. On va te donner quelque chose pour te ressaisir, pour te réjouir, et j'ai pu retrouver ce 3e tome. J'ai aimé, voilà, j'ai aimé, mais je trouve que c'est le moins bien des 3 tomes. Le tome 2, c'est mon coup de cœur absolu et monumental. Le tome 1, j'adore parce que c'est celui qui nous implique dans tous ces contextes post-apo, et le tome 3, c'est le tome des révélations et du dénouement de cette intrigue. Et pourtant, il y a certains passages, il y a certains éléments qui m'ont laissé un peu, ok, bon, je vois ton point de vue, je vois ton point de vue, mais développe, s'il te plaît, développe ton idée, parce que ton idée, elle est vraiment bien, mais là maintenant, pour nous encore au moins une centaine de pages afin de montrer ta capacité d'écriture. Ne nous laisse pas juste avec des petits morceaux, tiens, prends ça et basta. Non, développe. Oui, je sais, vous comprenez pas pourquoi je dis ça, mais je vais vous expliquer. Eh bien, dans ce tome 3, l'action reprend là où le tome 1 nous a laissé. On revient avec Juliette et le Silo 18. Tous les protagonistes qui ont été présentés pendant le 2e tome, disons, sont à nouveau présents, et ils vont devoir se faire face, ils vont devoir répondre de leurs actions passées, de tout ce qui s'est passé à l'intérieur et à l'extérieur du silo. C'est un tome où l'auteur, il nous introduit certaines thématiques, notamment une thématique religieuse, des fanatiques religieux. On a, disons, 2-3 passages dans ce roman, mais je trouve qu'ils sont pas assez développés. Ils nous amorcent quelque chose, mais ça n'aboutit pas. En fait, pour moi, je vois cette idée. Ok, je sais que ça pourrait exister à l'intérieur d'un huis clos, mais pourtant, on n'a pas d'aboutissement. Ok, il y a quelque chose qui se passe, il y a une personne qui intervient, mais après, ça va pas plus loin que ça. En fait, si on enlève ces passages du roman, ça va rien changer à l'action finale. Vraiment, ça va rien changer à l'action finale. Que tu les laisses ou que tu les retires, ça impacte pas vraiment le fil narratif principal, ce que je trouve dommage, parce qu'on nous donne des idées que je trouve très bonnes, et il n'y a pas vraiment de finalité. On voit pas ce qui se passe après. Vraiment, on voit pas ce qui se passe après. Peut-être on pourra supposer certaines choses, mais bon, j'étais un peu sur ma faim sur cet aspect du roman. Et pareil, vers la fin, pour notre dénouement final, je trouve que ça manquait un peu de panache, parce que bim bam boum, ok, on résolu quelque chose, on a une vision de ce que ça pourrait être l'avenir du silo et de l'humanité, disons. Mais oui, ok, je comprends ton point de vue, j'adhère pas à 100%. Voilà ce que je peux dire de ce tome 3. J'ai aimé, mais c'était le moins bon de la trilogie. Je vous dirai pas plus, je pense pas que je vous ai spoilé quoi que ce soit, je pense pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, Silo, ça reste un très bon récit, une très belle découverte, et n'hésitez pas à lire Silo et à regarder la série qui va dans un tout autre registre, notamment avec cette fin de la saison 2 qui nous introduit en quelque sorte le début du tome 2, aux origines peut-être, sans dire plus, mais qui nous laisse aussi sur notre fin. On verra comment cette série ça va se développer, mais en tout cas je vous recommande Silo et son adaptation. L'avant-dernier tome de cette bilan lecture, c'est Tarantula ou Mygale de Thierry Jonquet. Pour ma part, j'ai opté pour la version anglaise parce qu'elle était moins chère. Voilà, je vous mens pas, je l'ai pris parce qu'elle était beaucoup moins chère que la version française, et je me suis dit, de toute façon, l'histoire, elle reste la même, autant lire la version moins chère, et en même temps, je travaille un peu mon anglais. Fin de la parenthèse. C'est une expérience, je pourrais dire, parce qu'au tout début de l'histoire, je pensais l'abandonner. Je vais pas vous mentir, je pensais que j'allais abandonner ce récit
récit parce que le comportement des personnages me sortait par les yeux. J'aimais pas du tout le comportement de ce personnage principal masculin. Il me sortait vraiment par les yeux et toutes les interactions qu'il avait avec cette dame, avec Eva, je cautionnais pas. Mais au fur et à mesure du récit, j'ai commencé à comprendre le pourquoi du comment. Je comprenais un peu mieux leur relation. Pourtant, je cautionne toujours pas. Je cautionne toujours pas les paroles. Je cautionne toujours pas les agissements. Et je comprends pourquoi ce roman pourra déplaire à certains. Parfois, je trouve que la manière de ramener les autres protagonistes devant la scène, je la trouve assez maladroite. On a certains passages où on voit un autre protagoniste qui arrive et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, en fait? On a notre histoire, notre fil narratif principal avec Richard et Eva, et après, il y a un autre personnage qui arrive tout d'un coup. Je te dis, mais je m'en fous de lui. Pourquoi il arrive là? Comment ça se fait? Mais tu comprends. Au fur et à mesure, les pièces du puzzle s'assemblent et tu comprends pourquoi. Voilà. Comme je vous disais, c'est une expérience à faire. J'ai aimé et pas aimé en même temps ce récit. J'aimais pas la manière dont, comment dire, j'aimais pas la manière d'envisager les personnages, en quelque sorte, mais j'aimais beaucoup cette idée globale. J'aimais beaucoup cette idée de relations tumultueuses, pleines de haine, disons, et d'amour entre nos protagonistes principaux, entre Eva et Richard. Et on comprend pourquoi cette relation dysfonctionnelle, on comprend pourquoi ce syndrome de Stockholm à moitié, mais je cautionne pas. Voilà, j'aimais bien l'idée, mais je cautionne pas les agissements et les actes des personnages. Je cautionne pas, voilà. Je sais, ça veut rien dire. Mais vous devez me comprendre, je suis un peu mitigée sur ce récit. Avant la fin, je peux dire que j'avais compris qu'est-ce qui s'est passé avant que l'auteur nous explique le dénouement. Mais je trouvais assez intéressant. Je sais, je pars dans tous les sens et on va revenir vite fait sur le synopsis. Eh bien, Richard, c'est un chirurgien de renom et il tient captif Eva, une jeune femme d'une beauté exquise qui a des gestes un peu déplacés, retient une relation très tumultueuse. Il la tient enfermée dans sa maison, il la retient prisonnière dans sa maison et il la fait sortir qu'à certains moments pour s'enorgueillir de son œuvre, de sa beauté, auprès de ses pairs, auprès des autres chirurgiens, d'autres personnages de la haute bourgeoisie. Voilà, je vous dirai pas plus. C'est un récit intéressant qui mêle beaucoup de sentiments contradictoires. Tarantula ou Migale en français de Terry Jonquet. On va finir notre bilan lecture, mais restez jusqu'à la fin parce que je vais vous parler également d'un film. La meilleure lecture, un méga hyper coup de cœur, c'est Le cimetière du diable d'Anonyme, la saga Bourbon Kid, le tome 3. J'ai finalement lu ce tome 3 et j'ai beaucoup aimé. L'action de ce tome 3 se passe avant les événements présentés dans le tome 1. Cependant, vous devez suivre la chronologie, sinon vous n'allez pas comprendre les détails du passé des Bourbon Kid. Mais c'était un tome allaitant, c'était un tome marrant. Les créatures du mal étaient présentes. On a toujours cette lutte farfelue entre le bien et le mal. On a toujours ces créatures de la nuit qui vont faire surface dans l'univers des Bourbon Kid. Et ce gars qui a la gâchette très rapide après un verre de bourbon. Dans ce tome, on va suivre les participants d'un concours de chant. Ils vont participer à ce concours qui se passe dans le cimetière du diable. Et en même temps, il y a des protagonistes de Santa Mondega qui vont venir dans cette bourgade pour participer à l'aventure. Je pourrais pas vous dire plus sans vous spoiler, mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment de lecture et c'est toujours aussi bien. Ça se lit mais à une vitesse, les 450 pages se lisent mais rapidement. Qu'est-ce que j'ai aimé. J'ai ce tome depuis un bon moment mais c'était un peu intimidant. Je me suis dit bon, 450 pages, ça va me prendre un moment. Mais au final, 2-3 jours et c'est fini. Franchement, ça se lit rapidement. Et non, si vous voyez les étiquettes, je ne l'ai pas volé à une bibliothèque. La bibliothèque, elle délapidait un peu son stock et du coup, c'est sorti de leur collection. Du coup, j'ai pu me le procurer à un prix très acceptable, même s'il est dans un état un peu pitoyable, disons, parce qu'il est un peu déchiré au milieu. Mais quand même, toutes les pages sont présentes. Voilà, l'aventure des Bourbon Kid continue et j'ai trop hâte
de connaître le tome 4 que j'ai dans ma palle. On va passer maintenant au film dont je vous ai parlé. J'ai vu Beetlejuice, le deuxième volet de la saga. Et j'ai beaucoup aimé, c'était toujours aussi bien. Nos personnages du premier volet, en tout cas une partie des personnages, sont de retour. Mais aussi avec leurs descendants. Ils sont toujours aussi bizarres, toujours aussi farfelus. Et bien évidemment, il y aura Beetlejuice, ce personnage du royaume des morts qui va s'immiscer dans les affaires des humains et qui va les aider en quelque sorte, qui va essayer d'aider notre protagoniste Lydia. Et c'est marrant. Franchement, j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup aimé le décor, j'ai trouvé la substance des Beetlejuice avec cette vie après la mort qui était très bien mise en scène. J'ai beaucoup aimé les acteurs qui ont été présents pour ce deuxième volet. J'ai trouvé qu'ils jouaient très bien leur rôle et c'était marrant. Pour vous faire un synopsis, eh bien, Lydia est une présentatrice d'un show qui parle du paranormal et elle a une jeune fille. L'histoire de ce deuxième volet va se concentrer autour de sa fille et de son périple dans le monde des non-vivants. Voilà, je vous dirai pas plus, mais n'hésitez pas à regarder Beetlejuice. C'est une chouette comédie horrifique, j'ai beaucoup aimé et je vous la recommande. Je vous recommande d'abord de regarder le premier volet Beetlejuice et ensuite regarder Beetlejuice 2. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment de visionnage. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres ou si vous avez déjà regardé ce film. Dites-moi s'il y a un titre particulier qui vous donne envie. En tout cas, moi, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, bisous.